Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Chers amis du bonheur, bonsoir, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous parce que nous avons une obligation envers les générations futures. Nous avons une obligation envers l'espèce à laquelle nous appartenons. Nous sommes tenus de transférer les connaissances dont nous disposons vers les autres générations. Et qu'est-ce qu'un livre sinon un outil qui permet à un homme de transférer à un autre homme son savoir sur la vie, sa connaissance du monde, ses émotions, sa sensibilité intérieure. Délivrez-vous reçoit aujourd'hui un philosophe romancier, un philosophe qui a le sens de l'ouverture. Son esprit est une ouverture. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre et par le livre. Voici tout de suite la rubrique Temps Poème. Aujourd'hui, dans la rubrique Temps Poème, je vais vous lire l'un des meilleurs poètes haïtiens contemporains encore vivants, Marc Xavier. Marc Xavier qui est ce qu'on va appeler, mais vraiment, un passeur de culture, un passeur de livres. Moi, j'avais 13 ans, j'avais 12 ans, j'avais 14 ans. À Carrefourfeuille, à la Bibliothèque du Soleil, j'allais écouter Marc Xavier parler de lecture. C'est par le biais de Marc Xavier que j'ai appris que James Bond n'est pas un acteur de cinéma, ce n'est pas un personnage de télé. James Bond, c'est d'abord un personnage de roman créé par Ian Fleming. Je remercie publiquement Marc Xavier qui, très jeune, peut-être sans le vouloir, parlait devant moi et qui m'a communiqué le goût de la lecture, l'appétit pour les choses de l'esprit. Page 36 de son tout dernier recueil de poèmes, Pays de paille. Jour endormi, regard ployé, paresse d'océan, tumeur de feuilles mortes, printemps qui brûle ses écailles dans l'engrenage des cigales, soleil en noir et blanc dans un œil prisonnier d'une glaise de carême. Le vent boite à la poupe des charrues, c'est la douleur qui crée le pain. D'une main, tu défends le vent contre la flamme, et nos fièvres de paille, encerclées par des tombes, d'une main, tu renverses l'horizon et la chance, le visage du sable sous le phare du mirage. Toi seul, contre l'écho d'une étoile vacante, toi seul contre la pluie d'un silence inodore, tu tailles dans la forme absente d'un regard une tendresse infirme aux éloges de cendres. Je reprends ce vers, Tu tailles dans la forme absente d'un regard une tendresse infirme aux éloges de cendres. Mesdames et messieurs, Marc Xavier, excellentissime poète de son état, éditeur, correcteur à Citoyen Édition, ancien directeur général de la Radio Nationale d'Haïti, un collaborateur également du groupe Caraïbe, particulièrement à Espace FM. Je vous invite à découvrir son dernier recueil de poèmes, Pays de paille et autres textes. Et maintenant, à tout seigneur, tout honneur, il vient d'un monde très ubuesque. Il vient d'un monde qui a certaines fois quelques difficultés à se tailler une place dans ce monde dans lequel nous vivons. Nous sommes dans un monde fasciné par le management du résultat. Nous sommes dans un monde de la finance, de l'argent. Nous sommes dans un monde du rendement perpétuel. Voici quelqu'un qui est sur mon plateau, qui lui est philosophe, qui lui est romancier et qui propose un roman qui est au fait
un concentré de culture, qui est une expression de son rapport avec l'épistémologie et avec tous les systèmes de connaissances. Mesdames et messieurs, il s'appelle Francisco Louverture, et je vous invite à respirer. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mes premiers pas dans l'existence, Francisco Louverture, peut-être au fil de la conversation, vous allez vous rendre compte qu'il s'appelle Louverture parce que Toussaint aussi s'appelle Louverture. Peut-être qu'il s'appelle Louverture parce que pour lui, chaque roman est un acte d'ouverture, d'ouverture au monde, d'ouverture de soi vers l'altérité. En tout cas, je suis à la page 88. Le roman a pour titre « Mes premiers pas dans l'existence ». Car le destin de l'homme, ce n'est point de mourir. C'est là le triste et inéluctable sort de tout ce qui respire. Le destin de l'homme, vous dis-je, c'est de vivre telle vie, heureuse ou malheureuse, enviable ou pitoyable, plutôt que telle autre. L'ouverture, bienvenue sur le plateau des Livrez-vous. Bonsoir D'Angelo. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je dis bonsoir à tous les Haïtiens et particulièrement aux membres et amis de l'association culturelle Rendez-vous de la pensée et de la culture. Le plateau de D'Angelo Néard, c'est déjà un rendez-vous de la pensée et de la culture et je suis très fier d'y être. Je salue également ces membres de cette association avec laquelle nous allons collaborer au niveau, j'ose le dire tout de suite, de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Mais là, pour le coup, Francisco, on va tout de suite vraiment mettre les pieds dans le plat. Ouais. Et il y a dans ce roman, à mon sens, une double intention. La première qui est de mettre en espace, mettre en visibilité le parcours particulier d'une jeune femme, Simone, qui a le destin entremêlé avec plusieurs autres femmes, dont une mère qui fait figure d'une autorité glaçante quelquefois, une femme potomitan. En même temps, parallèlement à ce récit, à ce roman, il y a Francisco Louverture qui fait un plaidoyer pour la lecture dans ce roman. Moi, j'ai envie de te demander, pour te taquiner, est-ce que tu écris un peu en faisant un clin d'œil à Milan Kundera? Milan Kundera qui dit « L'esprit du roman est l'esprit de la complexité. Chaque roman nous dit que les choses sont plus compliquées qu'elles ne paraissent. » Était ça ton challenge en écrivant Mes premiers pas dans l'existence? Bien sûr, au moment où j'écrivais ce roman, et je lisais beaucoup et la littérature européenne de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Milan Kundera, et particulièrement dans un texte de Kundera que j'aime beaucoup, c'est La vie est ailleurs. Ouais. Super texte, La vie est ailleurs. C'est à ce moment-là que je lisais en compagnie de Rodrigue et Anna Karénine de Tolstoï, Guerre et paix de Tolstoï, Crime et châtiment de Dostoïevski. Donc il y a tout. Vous voyez, quand vous lisez le texte, bon, et il y a un mot, Dany Laferrière dit à propos de Jacques-Séphane Alexis qu'il est comme une prostituée. C'est-à-dire, une prostituée, elle porte toujours tous ses bijoux sur elle. Une façon d'être coquette. Bon, moi, je suis en quelque sorte comme Jacques-Séphane Alexis, j'écris avec tout moi-même. C'est-à-dire que dans le livre, si vous voulez, il y a de la littérature, de la philosophie, de l'histoire d'Haïti, de la psychanalyse, de la mythologie grecque. En fait, j'écris avec tout moi-même. Je crois que
c'est extrêmement difficile d'écrire avec tout soi-même. Donc moi, j'ai tenté l'entreprise comme en tant que lecteur du livre. Je ne sais pas si vous l'avez bien reçu. Non, écoute, c'est bien reçu. Par contre, ce qui n'est pas bien reçu, ça fait des années qu'on se connaît, tu me vous vois. C'est la dictature de la télévision. Tu peux me tutoyer. Tu sais, ici, dans ce territoire, je fais vraiment ce que je veux. Tu peux me tutoyer. Gardons ce lien amical, cher Pétion. Et nous sommes dans l'extrait que j'ai lu. Le destin de l'homme, ce n'est pas de mourir, tu nous dis. Tu es en train de dire que mourir, ce serait banal, quoi. Les plantes meurent, les étoiles meurent, tout ce qui est vivant meurt. J'ai bien dit, de tout ce qui respire. Ouais. Tout ce qui est dans le, tout ce qui respire, dans le vivant. Tout le vivant. Ouais. Voilà. Par contre, tu nous dis que le destin de l'homme est autre chose. C'est là que le destin de l'homme est autre chose. C'est-à-dire, mourir, vivre et mourir, c'est ça le vivant. L'homme, c'est un être vivant, mais il n'est pas que ça. J'ai une formule pour dire que l'homme, c'est un étrange mammifère. Il y a le mammifère qui est en nous, l'être qui mange, qui boit, qui s'accouple, qui se reproduit et qui meurt. Mais l'être qui prononce cet énoncé, ce n'est pas un mammifère. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Quand je dis que l'homme, c'est un étrange mammifère, l'être, il y a un être à l'intérieur de ce mammifère qui prononce cet énoncé, lui, il n'est pas un mammifère. Est-ce que c'est parce que cet être dispose d'un esprit, d'une capacité cognitive? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est parce que justement, l'homme est, en plus d'être un être biologique, il a quelque chose en plus. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Mais est-ce que ce n'est pas anthropocentrique comme point de vue? Les zoologistes diraient peut-être que les poissons ont une intelligence. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas de l'anthropocentrisme. C'est-à-dire, il y a quelque chose de particulier chez l'homme. Et quelque chose qui est fondamental. C'est que l'homme, il a la capacité de sortir, ce qu'on appelle abstraction. Parce qu'il y a penser de manière immédiate. Mais il y a la pensée abstraite. C'est ce que nous faisons actuellement là. Ce n'est pas une pensée qui est immédiate, c'est de la pensée abstraite. Par exemple, que dire qu'est-ce que l'homme, penser sur la mort, voyez, penser sur la vie, c'est une sorte de dédoublement. Normalement, en tant qu'être biologique, nous vivons, mais nous faisons autre chose. Nous vivons et nous réfléchissons sur la vie. Mais Francisco, comment pouvons-nous savoir que les autres espèces ne font pas le même travail cognitif que nous, mais en utilisant une sémiologie qui n'est pas à notre portée? Qu'est-ce qui nous dit, Francisco, que les arbres ne réfléchissent pas sur leur vie d'arbre, que les poissons n'ont pas une manière de considérer leur existence, et que leur manière de procéder est tellement sophistiquée ou sous-sophistiquée que nos possibilités sensorielles ne sont pas capables de s'accaparer de ces communications-là, de ces transferts épistémiques et de ce pouvoir abstractif? Il y a quelque chose qui est fondamental chez l'homme. C'est ce qu'on appelle la conscience. La conscience, oui. La conscience. Regardez les enfants. La conscience, c'est quelque chose qui est curieux. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de voir grandir des enfants sous mes yeux. Et c'est là que je me suis rendu compte que la conscience, elle est historique. C'est avec la conscience, ça se développe en se frottant avec le monde, en faisant des expériences. C'est comme ça que la conscience se développe. Je crois que les enfants, ils pensent, mais ils n'ont pas cette capacité de réfléchir, par exemple, sur la pensée. Je ne sais pas, si vous voyez. Il y a l'acte de penser. Penser à un objet quelconque. Je pense à une table, à ma mère qui n'est pas là, à mon père. Mais penser à la pensée elle-même, ça c'est autre chose. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est advenu un peu tardivement dans l'histoire de l'humanité. Je suis dans l'humanité elle-même. C'est-à-dire,
La conscience de soi pensant. Oui. Ou la conscience de soi conscient. Conscient. C'est-à-dire... C'est comme une surconscience. Voilà, c'est une sorte de surconscience. Il y a le fait de penser et le fait d'être conscient que nous sommes un être pensant, c'est-à-dire en train de penser. Par exemple, ouais. Et là, ce qu'on appelle la vie onirique. Quand on rêve. C'est de la pensée. C'est-à-dire, c'est le cerveau qui produit le rêve. Mais là, à ce moment-là, la conscience est absente. Ouais, dans la vie onirique, le cerveau continue de fonctionner. Nous continuons de penser. Mais la conscience n'est pas là. Ce n'est pas une pensée qui est consciente d'elle-même. Je crois que c'est ce qui fait la complexité de la pensée humaine. Mais est-ce que ça fait l'exclusivité cognitive de l'être humain? Est-ce que ça fait de nous des êtres supérieurs aux autres espèces? Je ne le crois pas. Je crois que du point de vue ontologique, et tous les êtres sont des êtres. Vous voyez? Mais dans l'histoire naturelle, ce qui a en quelque sorte permis à l'homme de survivre, de persévérer dans l'être, c'est curieusement cette faculté. Mais est-ce que ces facultés dont nous disposons ne conduisent pas vers non seulement notre propre déchéance, mais celle de la planète, de la destruction de tous les écosystèmes, de la biosphère? Beaucoup de spécialistes maintenant parlent d'un ère anthropocène, c'est-à-dire l'espèce humaine est en train de détruire la planète. Est-ce que le fait que nous soyons autant intelligents ne participe pas de la destruction de la biosphère? Ce n'est pas l'intelligence qui détruit la biosphère, mais c'est au contraire notre avarice. Notre vouloir de tout dompter, de tout apprivoiser, de tout domestiquer à notre seul profit. C'est ça le problème. Ce n'est pas l'intelligence en elle-même. Quand j'étais étudiant à l'école normale supérieure, j'avais un professeur de méthodologie, Jacques Gou, qui nous a donné un sujet de dissertation, la différence entre le rationnel et le raisonnable. Le rationnel et le raisonnable. Le rationnel met en scène la capacité de penser, tout simplement. Par exemple, pour fabriquer une bombe atomique, l'humanité a dû prendre des millénaires pour pouvoir arriver à cette connaissance. Ça, c'est du rationnel. Ça, c'est de la spéculation. Maintenant, la bombe atomique en elle-même, ça peut faire du mal. Ce n'est pas raisonnable. Vous voyez, c'est-à-dire que, et curieusement, Einstein, à partir duquel on va créer la bombe atomique. E égale mc carré. La fameuse formule E égale mc carré. Mais lui, il faisait de la physique théorique. Beaucoup de gens ignorent ça. Et même, cette fameuse formule date de 1905, jusqu'au début, à la fin des années 20, 1920, quand on a dit à Einstein qu'on pouvait faire une explosion à partir de sa physique théorique, il a dit non, ce n'est pas impossible. Par exemple, l'atome, on ne peut pas, et ce qu'on appelle la fission de l'atome, c'est impossible jusque à la fin des années 20. C'est au début des années 30 que des chercheurs allemands ont pu parvenir sur exploiter la formule. Mais la formule. À plusieurs moments. C'est-à-dire que moi, je crois que ce n'est pas l'intelligence en elle-même qui est mauvaise. Il y a ce qu'on appelle l'usage de l'intelligence que l'on fait de l'intelligence. Mais pour pousser la chose un peu vers ses retranchements, et Francisco, l'ouverture, dans ce roman, tu as fait beaucoup de clins d'œil à beaucoup de philosophes, dont Jean-Jacques Rousseau, qui nous a posé comme postulat que l'homme est né bon. Je vais prendre cette assertion et la mettre dans le contexte actuel de production de l'homme. Le fait qu'il soit dans nos possibilités cognitives, naturelles, de produire une bombe capable de nous détruire, ou bien de détruire l'autre, notre ennemi, est-ce que ça ne sous-entend pas que l'homme est fondamentalement mauvais et méchant? Le fait déjà qu'il soit dans nos possibilités de créer du mauvais, de produire du mal,
Est-ce que l'espèce humaine n'est pas fondamentalement la pire chose qui pourrait arriver à la planète? Je ne le crois pas. D'abord, la formule de Rousseau, c'est une formule qu'il faut placer dans son contexte. On est au XVIIIe siècle. Il y a un conflit en Europe à ce moment-là. L'Église et la philosophie, la science. Il y a un débat en Europe depuis le XVIIe siècle et que Rousseau en est un héritier. Vous voyez, cette fameuse formule de Rousseau, d'ailleurs l'Émile, c'est un texte qui s'inscrit dans cette tradition-là. C'est-à-dire qu'il y a un débat au sein de la pensée européenne à cette époque sur la question de l'homme. Est-ce que l'homme est bon? Est-ce qu'il est mauvais? N'oubliez pas que l'Europe, c'est la bastion du christianisme. Les théologiens s'appuient sur l'idée que l'homme, il est mauvais. Pas dans sa nature, parce qu'il a été créé par un être bon. C'est par le péché que l'homme est devenu mauvais. Rousseau va adopter une position très nuancée par rapport à cette problématique. Rousseau ne va pas accuser l'homme. Rousseau dit que l'homme est né bon. Et là, il est conséquent, parce que Rousseau n'est pas ce qu'on pourrait appeler athée, contrairement à Diderot. Oui. Rousseau, c'est un homme, il n'est pas religieux non plus. C'est un homme qui a la foi. Et puisqu'il est élevé dans une société chrétienne, l'idée qu'il se fait de Dieu, c'est inévitablement le Dieu chrétien. Mais ce n'est pas un homme d'église. C'est une nuance qui est importante à préciser. Donc, lui, il est philosophe. Il y a quelque chose qui est particulier dans la philosophie. C'est que la philosophie, dès le départ, part de l'idée de la bonté de l'homme. Et Rousseau va s'appuyer sur cette idée fondamentale en philosophie que l'homme est né bon. Mais ce sont les interactions sociales. Maintenant, d'où vient le mal? Parce que la question, voyez, on va y revenir tout de suite. La télévision, malheureusement, a sa dictature, la dictature du temps, mesdames et messieurs. Vous suivez l'émission Délivrez-vous. Je reçois le romancier philosophe Francisco Louverture, Mes premiers pas dans l'existence, qui est un roman débordant de culture, ravissant de beauté et de bonté, un roman palpitant que je vous invite à découvrir. Toute l'équipe de la télé est motivée, on va en revenir. Nous parlons beaucoup de philosophie. Vous savez pourquoi? Parce que chaque roman est un prétexte pour parler de la condition humaine. Allez, respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, damoiseaux, damoiselles, chers amis du bonheur, c'est toujours Gadon Bonheur qui bat la mesure sur vos écrans. Et qu'est-ce que le bonheur sinon le plaisir que procurent les choses de l'esprit? Le bonheur, c'est la rencontre d'un roman, un roman qui vous traverse, un roman qui vous donne des papillons dans le sang et qui vous invite au recueillement intellectuel et qui vous touche dans votre nature profonde, dans votre être-té, comme aurait dit les spirituels. Je reçois Francisco Louverture, Mes premiers pas dans l'existence. Non, la plantureuse Yvette, elle n'a pas été une maîtresse de maison. Elle a été femme poteau mi-temps. Elle quittait son foyer au pipirite chantant, passait ses journées au marché et rentrait très tard chez elle.
Parfois, elle était absente pendant 1 ou 2 semaines, partie à la recherche du pain quotidien pour ses enfants, les laissant ainsi à la bonne volonté des gens du voisinage. Voisinage, c'est famille, disait-on à l'époque. Nous sommes dans la figure du potomitan en Haïti. Je me demande, en regardant les familles haïtiennes qui sont à 90% des familles monoparentales où c'est les femmes qui tiennent les foyers, les femmes qui envoient les enfants à l'école, les femmes qui font tout, qui sont Madame Sarah, qui vont au marché et tout, je me dis, est-ce que les femmes haïtiennes n'ont pas toujours été fondamentalement des féministes dans le sens de leur engagement dans le maintien du foyer? Et que le féminisme importé qui nous arrive là, qui est à la limite presque une coquetterie intellectuelle, à la limite presque faire valoir, à la limite presque pour faire coquette, est-ce que les Haïtiennes, nous parlons là de ces femmes potomitans, est-ce qu'elles ne se sont pas toujours considérées comme étant les égales des hommes, dans le sens de leur responsabilité dans le foyer? Il faut le dire qu'en Haïti, dans la famille, c'est la femme qui s'occupe du foyer, qui s'occupe des enfants, de la maison, du foyer. Le plus souvent, les hommes quittent la maison quelques moments pour aller pêcher ailleurs. Mais les femmes restent toujours à la maison pour en prendre soin. Et sur ce, je salue ma mère. Comment s'appelle ta mère? Yvette Midi. Yvette, on salue Madame Yvette, la mère de mon invité. Bravo Madame, vous avez fait du bon boulot. Voilà. Et si je suis là actuellement, et c'est grâce à elle. Moi, j'ai connu mon père très tard, vers l'âge de 9 ou 10 ans. J'ai connu mon père très tard. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de ma vie. Donc, entre 0 à 8 ans, la figure paternelle, tu ne le connais pas? Pas du tout. Et quand tu demandes à ta maman, Madame Yvette, où est papa? Qu'est-ce que ta maman te répondait? Je sais pas. Parce que les autres enfants posaient la question. Les autres enfants avaient leur papa. En fait, si vous voyez, ma mère... Vas-y, tue-toi moi. Et, tu vois, c'est que il y a des femmes qui jouent ce rôle. Moi, le père ne m'a jamais manqué, curieusement. C'est parce que ma mère, elle était mère et père en même temps. Est-ce que tu considères la figure de la femme potomitan comme une figure typique d'un féminisme qui serait un féminisme haïtien? Et je crois que féminisme haïtien, si on peut et si on doit en parler, ça doit être cette tradition de femme potomitan qui constitue l'ossature de la vie sociale haïtienne. Qui tient le foyer. C'est clair. Et qui est figure d'autorité. Non, mais on a peur de sa maman. Moi, je vous l'ai dit. Et la peur que j'ai eue de ma mère, c'est quelque chose qui était terrible. C'est à l'école normale que j'ai perdu cette peur. C'est-à-dire, pendant toute mon adolescence, ma mère faisait partie d'autorité. C'est-à-dire, si je voulais jouer au football, c'est en son absence. Au basket, c'est en son absence. Dès qu'elle est là, tout le monde se tient droit et se met à l'étude. Timoun pas joué sous grand monde. Timoun pas joué sous grand monde. Moi, j'ai été élevé dans cette ambiance-là. Timoun pas joué sous grand monde. C'est-à-dire, c'est en l'absence des adultes que les enfants doivent s'amuser. Il y avait ce respect-là. Il y avait ces deux catégories. Il y avait cette catégorie qu'on appelait à l'époque Timoun. Et à l'époque, grand monde. Aujourd'hui, c'est une catégorie. Vous voyez, cette dichotomie-là, ça n'existe plus. C'est-à-dire, Francisco, Haïti, au fait, a toujours été une société matriarcale. Oui. Dans les foyers, ce sont les mamans qui représentent l'autorité. Disons, si on fait un peu de statistiques, disons 70-80%, moi j'ai connu des pères qui ont été des pères responsables. Vous voyez, moi j'ai eu un beau-père qui a été un homme qui est décédé l'année dernière, en décembre l'année dernière 2019. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, un homme paisible, voyez, un homme d'amour. Voyez, et il y a des pères qui ont su et assumer le rôle de père. Mais quand on regarde la société haïtienne, on se rend compte que généralement, ce sont les femmes qui prennent en charge la vie. Et moi, dans ma vie... Et même sur un point macroéconomique,
Et qu'est-ce que l'économie haïtienne sinon que l'informel? Oui, c'est l'informel. Et qui tient l'économie Les femmes, informelle? les Ce femmes. sont les femmes. Cette Les femmes cat- qui vendent des Oui, pâtés, cette qui sont au catégorie marché. de femmes qu'on appelle femmes potomites. Oui, les femmes potomites. Les femmes potomites. Nous Moi, sommes je dans une crois- société où les femmes sont au cœur du système de Bien sûr, pouvoir bien dans les sûr. rapports. Moi, je crois que féminisme haïtien, s'il en est, c'est pas dans le mot, mais c'est dans la vie réelle, dans sa concrétude. C'est cette catégorie de femmes qu'on appelle femmes potomites. Et moi, je suis l'héritier d'une de ces femmes-là. D'un autre côté, n'ayant jamais pu, en dépit de mes efforts, obtenir l'affection de ma mère, cela m'a permis de comprendre que l'amour ne se mérite pas. C'est comme la vie, ça vient de lui-même. Donc l'amour, tu nous dis, ne se mérite pas, c'est comme la vie, Francisco, ça vient de lui-même là. Et on ne donne pas beaucoup de pistes aux gens, c'est pour justement garder un voile mystérieux autour de ce roman, hein, afin que vous puissiez aller découvrir ce roman et par vous-même. C'est un personnage qui est là le frère du personnage principal, notre fameuse Simone, qui a des problèmes d'amour propre, qui sent qu'il n'est pas suffisamment aimé et qui se plaint auprès de sa sœur. Mais on ne va pas considérer sa vie dans le roman, on va faire une extraction de ce passage pour le placer sur un terrain de débat. L'amour, tu nous dis, ne se mérite pas, c'est comme la vie, ça vient de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, Francisco Louverture? J'ai 17 ans et je tombe sur toi à la télé, parlant, écrivant une telle phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais cette phrase-là, elle se trouve dans une chanson de Tropicana. L'amour ne se mérite pas. Je crois que c'est mis au point. Une très belle chanson. Et à partir de mon expérience vécue, j'ai pu me rendre compte de la véracité de cette phrase. Vous voyez la phrase textuellement, l'amour ne se mérite pas, n'est pas de moi, je l'ai reprise. Et je crois que cette musique est composée par le père c'est Daniel Larivière. Ok, ouais. J'ai une composition de Daniel Larivière. Je ne sais pas si le texte est de lui, mais la composition... On en profite pour saluer les messieurs de Tropicana et pour saluer tous les messieurs du compas. Francisco, parenthèse, mais moi j'adore le compas. Bon, moi, je suis un mordu du compas. J'adore danser le compas, les textes compas. Il y a le jeune groupe là, Impossible, qui a fait un nouveau truc là. Et ils ont fait Bombe sous deux bords déjà, j'ai adoré. J'ai adoré l'économie de la formule, la finesse de la phrase. C'est pas trivial. S'il avait dit bombe sous bouche, ce serait banal. Il a dit bombe sous deux bords. Je trouve que c'est magnifique. Petite parenthèse, les messieurs du compas, je vous invite à continuer à travailler sur la langue. Alain Cavé, qui fait un travail magistral sur la langue. Les garçons de Caribie ont fait du bon boulot. Nous avons en Haïti une bonne musique. Et comment s'appelle le dernier morceau d'Impossible là, avec Félicia Ross? Overdose l'amour. Ça, c'est magnifique. Hein? Je vous invite aussi, mesdames et messieurs, à vous intéresser aux textes compas, à les écouter. Il y a beaucoup de poésie qui passe vite fait comme ça. Retournons maintenant à nos échanges. On a ôté notre chapeau pour le compas. Donc, l'amour ne se mérite pas, c'est comme la vie, ça vient de lui-même. Donc, on n'a pas à chercher l'amour auprès d'une autre personne. On n'a pas à quémander l'amour d'une personne. Il y a une différence entre aimer une personne et avoir de l'admiration pour elle. L'admiration, ça vient de la pensée. Par exemple, je suis plus âgé que vous, mais vous êtes un jeune qui est admirable. Vous s'admire. Voyez? Mais l'amour, c'est curieux. C'est quelque chose qui est curieux. Parfois, on aime quelque chose qu'on ne veut pas aimer. Ouais. C'est-à-dire l'amour peut déborder le seuil de notre volonté. Bien sûr. Moi, je crois que c'est à ce moment-là exactement que l'amour existe. C'est quand l'amour parvient, ce sentiment-là parvient à briser, à dompter notre volonté. C'est comme aurait dit Gaou. Des fois, l'amour nous arrive comme un coup de poing sur la gueule. Voilà, ça nous arrive comme un coup de poing sur la gueule. Voilà. Tu constates que tu aimes une personne, qu'en temps normal, dans les conditions normales de température et de pression, que tu n'aurais pas dû aimer. C'est une chanson, je crois que c'est une chanson qui parvient à dire ce sentiment. Ouais. Des fois, l'amour nous arrive. L'amour est violent. L'amour est violent. L'amour est violent. Moi, j'adore. Et ce roman
est violent aussi, Francisco. Tu nous ouvres une parenthèse d'histoire fort intéressante. Je te laisse l'initiative de nous refaire ce passage. Quand tu nous parles de Soulouk, comment Faustin Soulouk est devenu empereur. Fais-nous l'anecdote de manière très courte pour les jeunes qui nous regardent là. Comme ça, ils apprendront quelque chose sur l'histoire de ce pays. Bon, je crois que c'est en 1847, après le décès du président Richer, on devait organiser des élections présidentielles. À ce moment-là, Faustin Soulouk était ce qu'on appelle, dans l'histoire ancienne, et le président de la garde présidentielle. OK? Donc, il y avait des élections. Lui, il ne faisait pas partie des candidats. Il n'était pas un candidat. Là, nous sommes dans le suffrage universel indirect. À cette époque-là... C'est le Parlement qui... C'était le Parlement. Donc, on n'est pas dans le suffrage universel direct. Non, c'était tout simplement le Parlement. Ouais, c'est pour que le public arrive à faire la nuance. Dans l'histoire d'Haïti, il fut un temps... C'était le suffrage universel indirect. Je crois que c'est au Parlement qu'on élisait les... Je crois que jusqu'à Dumas estimé, c'était le cas. Jusqu'à Dumas estimé, c'était le cas. Ça n'a pas toujours été comme maintenant, où c'est le suffrage universel direct. C'est ça l'importance. Où chaque vote compte. C'est ça l'importance de l'histoire. C'est ça l'importance de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un suffrage universel direct. Où chaque citoyen, qu'importe son origine sociale, sa religion, son orientation sexuelle. Et déjà, il faut qu'il ait la majorité et la carte électorale, il peut voter. Voilà. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que ça n'a pas toujours été le cas de l'histoire d'Haïti. Pour Faustin Soulouk, c'était le suffrage universel indirect. C'était tout simplement l'Assemblée nationale, les sénateurs qui se réunissaient pour élire le président de la République. Et donc, Faustin Soulouk, en tant que président de la garde présidentielle, responsable de la garde présidentielle, n'était pas candidat. Il y avait deux candidats dont je ne me souviens pas pour l'instant le nom. Et puis, à chaque, vous pouvez me les rappeler. Et il y a le général Souffrant. Le général Souffrant. Et le fameux général Jean-Paul. Le général Jean-Paul, c'était, le général Jean-Paul. Mais à chaque, en fait, ce sont des élections qui ont été curieuses. C'est que c'est Bob Ardouin, à cette époque, qui a été le président de l'Assemblée nationale. Historien haïtien, intellectuel, qui a laissé beaucoup de livres d'histoire. Qui a, comment je peux dire ça, une somme sur l'histoire d'Haïti. Ses études sur l'histoire d'Haïti en 3 tomes. Moi, je suis très sensible à ce genre de travail. C'est extrêmement important. On peut dire aujourd'hui, la jeunesse intellectuelle haïtienne rejette d'un rejet de main les travaux de Bobo-Ardouin, les travaux de Madiou. Moi, je dis non. Non. C'est-à-dire qu'un travail intellectuel reste un travail intellectuel. Qu'il faut maintenant, respecter. Il faut pouvoir le lire. Parce que Bobo-Ardouin, c'était un mulâtre, etc., qui a travaillé dans le gouvernement de Boyer, etc., ainsi que Madiou. Donc, il ne faisait pas partie du royaume du Nord. Donc, voilà. Bobo-Ardouin était sénateur qui présidait l'Assemblée nationale. Et puis, à chaque fois qu'on regardait les urnes, on trouvait qu'il y avait un nom qui n'était pas un candidat. C'était Faustin Soulouk. Parce qu'on n'arrivait pas à départager, on n'arrivait pas à départager les deux autres candidats. À chaque tour, ils avaient la même quantité. Ils étaient ex aequo. Voilà. Et puis, finalement, on a proposé le nom de Faustin Soulouk. Le nom de Faustin Soulouk. Et Bobo-Ardouin a fait savoir à ses collaborateurs que les deux candidats en question, ce sont deux hommes de poigne. Donc, l'Assemblée, parce que sous le long règne de Boyer, l'Assemblée a connu, le Sénat a connu des moments de terreur. Vous voyez? Donc, il voulait un président faible, qui n'a pas de carrure. C'est ainsi qu'ils ont pensé à Faustin Soulouk. Et Faustin Soulouk, lui, il faisait sa sieste, il attendait la fin des élections pour apporter ses félicitations au nouveau président. Et quand on lui a dit que, Monsieur le Président,
je vous présente mes félicitations. Il a cru que c'était une blague. Il a cru que c'était une blague. Arrêtez de vous moquer de moi. Arrêtez de vous moquer de moi. Mais à la fin, quand on a envoyé une commission auprès de lui pour lui dire, Monsieur le Président, on vous présente, l'Assemblée vous présente ses félicitations, finalement, il a compris que c'était vrai. C'est là qu'il a balancé il a dit, formule. Je saurais me conduire en chef. Et il ne s'est pas laissé Et il s'est vraiment conduit en chef, ouais. Car cette même Assemblée, ce même Sénat, les Beaubrun-Ardouin, les Séligny-Ardouin, qui l'ont élu, eh bien, Séligny est mort. Séligny est mort. Et mais il a massacré beaucoup d'amis, voilà. beaucoup d'ennemis. Il a gardé le pouvoir pendant longtemps, oui. jusqu'à faire empereur. Se faire empereur 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision Caraïbe. Vous suivez l'émission Délivrez-vous. Nous sommes en plein cœur du roman de Francisco Louverture, Mes premiers pas dans l'existence. Ne vous inquiétez pas, même si nous allons dans l'histoire d'Haïti, même si nous allons dans la philosophie, c'est dans le roman. Débat sur la condition. Nous sommes toujours dans le roman. C'est ce que j'appelle un roman débordant de culture. Vous connaissez les piscines débordantes, mais ce roman est une piscine débordante de connaissances générales. Allez, je vous laisse respirer. Gardons bonheur. Allez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Les 10 hommes noirs ou les 9 accusateurs de la vie injuste. Cette année-là, alors que je m'enivrais des délices du discours sur les sciences et les arts, un autre auteur, un Haïtien cette fois, le tragique Edzer Villers, était venu entre-temps partager mon affection avec Rousseau. De tous les auteurs et poètes haïtiens que j'avais jusque-là rencontrés, seule l'âme inquiète et tourmentée des 10 hommes noirs m'a tiré de ma quiétude existentielle. La tristesse familiale et la mélancolie sentimentale de Coriolan Ardouin avaient certes touché la jeune fille nubile que j'étais là, mais elle avait laissé en quelque sorte indifférente mon âme assoiffée de spéculations métaphysiques. Dans la littérature haïtienne, l'âme tourmentée des 10 hommes noirs est mon âme sœur. Je me suis attaqué à cette œuvre dans son idée fondamentale. 10 martyrs du destin impitoyable, par une sombre et sinistre nuit profonde, se sont retirés dans un manoir éloigné de la cohue bruyante. Et là, 9 d'entre eux, ces 9 accusateurs de la vie, injuste dis-je, après avoir vidé leur couple existentiel plein d'amertume, déclaré haut et fort leur mal existentiel et proclamé leur dédain de la vie injuste et ingrate, ils se donnent la mort. Victimes du destin, ces 9 accusateurs de la vie injuste n'entendaient plus supporter ses caprices et ils ont mis un terme à son règne stupide. À leur façon, ces 9 âmes fières ont vaincu la force du destin. Car le destin de l'homme, c'est cette phrase que vous avez dite, ce n'est point de mourir, c'est là le triste et inéluctable sort de tout ce qui respire. Le destin de l'homme, vous dis-je, c'est de vivre telle vie, heureuse ou malheureuse, enviable ou pitoyable, plutôt que telle autre. Par leurs gestes incompris des assoiffés du vin de la vie, par exemple leur compagnon Franck qui n'ose pas accuser la vie et qui l'accepte telle qu'elle, ces 9 véritables hommes noirs, ces 9 accusateurs de la vie, répétais-je, ils ont tué la vie, le destin et la mort dans un seul et même geste. Ils ont tué la mort par cela qu'ils ne l'ont pas attendu. Ils ont marché au-devant de la mort et l'ont défié, car la mort redoute celui qui n'a pas peur de sa face sombre et sinistre. Oser la regarder en face, ne pas rougir à sa vue, c'est la défier et la vaincre. Francisco Louverture, mes premiers pas dans l'existence, et nous sommes là dans ce qui constitue l'ADN de ton roman, c'est cette démonstration de culture livresque. Et là, nous sommes dans l'univers d'Edzer Villers.
Dans la mesure où Francisco l'ouverture, Edgar Villers ouvre un débat sur la vie, sur la mort, sur la place de notre conscience dans la mort, sur ce que l'ontologie peut faire de la disparition de l'être. Est-ce que tu considères Edgar Villers comme le premier philosophe haïtien patenté? Bon, en classe terminale, du temps de nos études scolaires, on présentait Edgar Villers comme étant un poète, et parfois comme philosophe. Moi, ce qui m'attire dans ce texte, c'est que le texte d'Edgar Villers est curieux. Curieux. En quel sens? Le texte aborde une question qui est, je ne vais pas dire tabou, mais qui n'existe pas dans l'univers mental haïtien. Le suicide. En Haïti, si d'aventure une personne se suiciderait, la parole publique dirait qu'il avait derrière elle une poussée mystique. Ouais. Une poussée mystique. Alors que le texte est écrit en 1901. Vous voyez, ce n'est pas de cet univers-là. Le texte pose la question. Et de fait, ces 10 hommes qui se sont réunis pour discuter de la vie vont se départager. Il y a 9 qui vont choisir la mort parce qu'ils refusent d'accepter la vie telle qu'elle. Et il y a un autre, qui est Franck, qu'on pourrait dire, qui est un haïtien, si vous voulez. Pito Mled Mla. C'est ça. C'est le modèle de la figure de l'haïtien qui se résigne. Oui, c'est la figure de l'haïtien traditionnel, Pito Mled Mla. Je crois que là, Edgar Villers introduit quelque chose de nouveau dans la pensée haïtienne. Il y a les Francs, vous voyez, mais il y a ce que j'appelle aussi les 9 accusateurs de la vie. Une autre chose qui m'intéresse dans ce texte, c'est la mort, c'est ce qui est advenu de Franck. Franck n'est pas mort, mais Franck est devenu fou. Oui. Pourquoi? C'est à la vue des cadavres de ces 9 amis. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement curieux pour l'époque. C'est un cas de folie classique. C'est-à-dire que là, on est vraiment hors de l'espace mental haïtien où la folie, s'il y en est, n'est pas produite par une sorte de désordre psychique, mais émane toujours d'un être transcendant, etc., loi ou Dieu, etc. Il y a une poussée derrière la personne. Mais en 1901, au moment où la science psychologique, la psychopathologie faisait leur balbutiement, déjà, on a un Haïtien qui montre comment un cas de folie est possible, que la folie est résultant d'une sorte de désordre psychologique. En même temps, Francisco, nous voyons l'angle lié au désordre psychique, à la folie. Est-ce que nous ne sommes pas subrepticement dans une apologie du suicide chez Edgar Villers? Non. Dans le sens où la mission de l'homme, la responsabilité de l'homme envers la vie consiste à la laisser dès lors qu'il estime que cette vie ne correspond pas à ses canons de dignité. Est-ce qu'on ne justifie pas ici, Edgar Villers ne justifie pas ici le suicide pour dire si la vie n'arrive pas à correspondre à tes appétits de bonheur, si la vie n'honore pas ton humanité, l'acte le plus noble que tu puisses poser, c'est de délaisser cette vie. Il y a quelque chose qui est intéressant dans le texte, c'est que Franck parle le dernier. Il parle de? En dernier. En dernier, oui. Edgar Villers fait parler d'abord les 9, ce que j'appelle les 9 accusateurs de la vie. Vous voyez? Franck, lui, il n'accuse pas la vie. Pour autant, il n'est pas plus heureux que les autres. Franck pose que la vie est en elle-même un bien. Il suffit de vivre. La richesse, etc., ce sont des aléas. Mais pour Franck,
c'est la vie en elle-même qui est un bien. Donc là, je crois que la polyphonie est intéressante. C'est-à-dire que il y a les 9 compagnons de Franck qui accusent la vie, pour qui la vie on doit avoir une raison pour vivre la vie. C'est une perspective existentielle. Mais n'est-ce pas légitime? Non. Bon. Ne faut-il pas une raison pour vivre? Ah mais voilà, c'est ça la pertinence du texte. C'est ça la pertinence du texte. C'est-à-dire que quand on prend l'histoire de la pensée haïtienne, qu'il s'agisse de la pensée théorique, de la littérature, de la poésie, cette question n'a jamais été posée. Je crois que Edzer Villers a été le premier à poser cette question dans l'histoire de la pensée haïtienne de manière générale, qu'il s'agisse de la poésie, de la littérature. La question du pourquoi la vie. La question du pourquoi de la vie. Et, c'est-à-dire, il ne donne pas une réponse. Il met en scène. C'est ça l'importance de la littérature. Il ouvre le débat. Il fait une ouverture. Ouais, il ouvre le débat. Il fait une ouverture. Vous voyez, il fait une ouverture. Il ne dit pas la vie doit avoir une raison d'être ou la vie doit avoir une raison d'être pour être vécue ou et si la vie n'a pas de raison d'être, il faut... Non. Il met en scène 2 perspectives existentielles. Et nous demande à nos lecteurs de tracer notre chemin métaphysique dans ces conjonctures. Mais sa langue conquérante refusait de lâcher la proie. Je savais que tu allais en venir. Je savais que tu allais en venir. Ses 2 bras m'enveloppaient le corps, amoindri par ses étreintes. Je respirais à peine. Abandonnant mes seins, il se mit en sens inverse sur mon corps et sa langue, s'arrêtant un instant dans mon nombril, l'explora puis reprit allègrement son chemin à l'assaut de ma terre sauvage embroussaillée par une touffe de poils soigneux. De sa langue, il se tailla un chemin dans mes broussailles, s'empara héroïquement de mon clitoris, champ fertile que sa langue prit tout le temps nécessaire de moissonner en le suçant avec appétit. J'en peux plus, Joey, je me meurs, criai-je de plaisir. Laisse-moi faire, ma chérie, laisse-moi te conduire dans le sentier de la vie heureuse, ma douce, me chuchota-t-il tout en continuant son ouvrage. Je soupirais à n'en plus finir, endiablé par l'émotion. Ma bouche béante cherchait enfin une proie. Elle errait longtemps entre ses cuisses. Soudain, elle s'aperçut de sa verge surexcitée qui flânait autour de mon visage et s'en empara. Je lui suçais le bel objet avec appétit et il s'exhalait en plainte. Oui, oui, mormone, suce-moi ma douce, suce-moi mormone, fais-moi goûter le nectar divin. Il se leva brusquement, saisit son sexe furieux et se mit à le frotter contre mon clitoris. Je me déhanchais à en mourir et je soupirais « Pénètre-moi, mon amour, là où il est, il me démange trop, mets-le à sa place, papy, emmène-le à Canaan, petit doudou. » Doucement, j'ai senti le corps étranger se frayer un chemin dans mon jardin sauvage. Oui, oui, mon doux, vas-y, comme ça, mais plus doucement, plus lentement, papy. Ça te va comme ça, mamie? Comme ça, ma douce? Oui, papy. Comme ça, papy. C'est le chapitre qui a le plus de succès dans ma virginité. C'est... Ma virginité. Ouais, nous sommes dans quelque chose d'extrêmement érotique. À un moment, tu m'as fait penser au Marquis de Sade, quand tu me dis, j'ai sucé son bel objet avec appétit. À un moment, tu me fais penser à René Depestre, à travers son érotisme solaire, quand tu me parles de jardin sauvage. Oui, il y a tout ça. Il y a une à un moment, il y a aussi une écriture très contemporaine. Maintenant, en Haïti, les amoureux s'appellent entre eux papi, mamie. Du coup, j'ai lu ce passage pour te poser cette question-là. Comment toi, tu conçois l'usage du vocabulaire érotique lors d'un acte sexuel? Est-ce que pour toi, ça ajoute quelque chose à l'acte sexuel? Comme si ça créerait une sexualité parallèle, comme si les gens ont 2 rapports sexuels à chaque fois. Il y a le rapport des corps et le rapport avec la communication qu'il y a entre eux. Évidemment, évidemment. Et moi, j'ai une formule qui dit « Nous n'avons pas de son, nous n'avons pas d'image ». Mais il y en a qui donnent. Voyez-vous, avec
les cris, les gesticulations, les surnoms, ça porte vraiment du charme. C'est du bonheur. À ce moment-là, il faut dire gardons bonheur. Gardons bonheur. Ça crée tout un écosystème phonique. Ça donne quelque chose. Sinon, on est vraiment à la fin de cette émission, Francisco. Francisco, l'ouverture. On va garder cette surprise. J'espère que les gens, les téléspectateurs ont constaté, Francisco, qu'à aucun moment, je n'ai raconté ce qui se passe dans ce livre. Je n'ai pas parlé de Simone, personnage principal, et qui a eu cette lourde obligation de s'inventer un chemin, comme aurait dit Jean-Paul Sartre. Elle qui vient d'un milieu défavorisé, avec une mère issue de la paysannerie, avec un père totalement irresponsable, mais tellement hypocrite, qui à la fin va marquer toute sa fierté devant la réussite de sa fille. Non, on n'a pas raconté. On va laisser cette surprise aux gens. Comment Simone a rencontré son premier amour, comment elle a consacré sa vie à la lecture, comment elle était au départ considérée comme étant une vieille femme, mais après, comment elle a commencé à attirer les regards, comment ce fameux personnage-là, des choses se sont passées. C'est un roman à découvrir. J'ai fait exprès de ne pas vous raconter l'histoire afin que vous puissiez prendre sur vous cette responsabilité de découverte. Et où est disponible ce roman? À la librairie La Pléiade, mes premiers pas dans l'existence. Mon invité ne fait pas que des livres, il n'est pas que philosophe, il est aussi partie prenante, professeur de philosophie, de littérature, mais tu es aussi partie prenante d'une association qui s'appelle Rendez-vous de la pensée et de la culture. Qui organise bientôt une activité. Qui organise les 15 et 16 octobre 2 journées commémoratives. En fait, le nom de l'activité, c'est Journée commémorative au pluriel des anniversaires de naissance de deux figures moments de la pensée haïtienne, et Joseph Anténor Firmin et Jean Price-Mars. Et Jean Price-Mars est né le 15 octobre 1876, donc la journée du 15 sera consacrée à lui. On espère faire ça à la DNL. Et Anténor Firmin est né le 18 octobre 1850, mais comme le 18 sera un dimanche, jour férié, on va organiser ça anticipativement le 16. Là, ce sera chez vous, mon cher ami. Oui. J'espère que vous allez nous faire bon accueil. Écoutez, nous allons bien vous recevoir à la Bibliothèque nationale d'Haïti, qui va recevoir avec plaisir cette activité. Et je profiterai d'un autre moment pour dire aux gens, au fait, ce que nous faisons à la Bibliothèque nationale d'Haïti, et nous sommes ouverts à recevoir ce genre d'initiative que je trouve tellement porteuse de valeur, d'énergie et de positivité. Donc, en passant, pour conclure, je tiens à saluer, à remercier le directeur de la DNL, Jean-Emmanuel Jacquet, qui, d'entrée de jeu, m'avait reçu les bras ouverts et qui a accepté de recevoir l'initiative à la Direction nationale du livre. Je vous remercie de faire la même chose et je remercie tous les membres et amis du groupe Rendez-vous de la pensée et j'envoie un coup de chapeau pour Yvon, pour Adjas, pour Bellucci et pour Max et tous les autres. Tous les autres qui sont membres et amis du groupe Rendez-vous de la pensée et de la 15 octobre à la Direction nationale du livre. À quelle heure? Ce sera dans l'après-midi, 3h, 6h. Et pour la Bibliothèque nationale, on pense que ce sera dans la matinée. Dans la matinée. Je profite aussi de cette occasion pour saluer mon collègue et ami Jean-Emmanuel Jacquet, qui est le directeur général de la Direction nationale du livre, qui fait un travail très intéressant, qui dynamise la DNL. Nous voyons la DNL sur plusieurs projets d'activité. Bravo, poète, écrivain, directeur général Jean-Emmanuel Jacquet. Francisco, écoute, Francisco, l'ouverture, mes premiers pas dans l'existence, je rappelle encore ce titre, vous n'allez pas perdre votre temps en découvrant ce roman qui est si palpitant de culture, de bonté, de beauté, de générosité dans le style. Et ça vous met sur la lue dès les années 90, quand les jeunes revenaient de l'école. Ça vous met au Bois Vernat, dans les rencontres entre adolescents. Ce qui n'existe plus. Ce qui se passe, Voilà, malheureusement. Il n'y a plus le phénomène Lalu. Le phénomène Lalu, où il fallait dans la vie scolaire, voilà.
Il n'y a plus de Capitole. Il n'y a plus de Capitole, le rendez-vous rendez-vous. du Capitole. Il y a une scène magnifique que tu as décrite dans ce roman. Le premier baiser de notre amie Simone au Capitole, avec une description avec tellement d'élégance. C'est un roman que je vous invite à découvrir, mes premiers pas dans l'existence. Merci encore une fois, mon cher ami. Dommage que tu n'aies pas porté tes lunettes, n'est-ce pas? C'est aussi dans l'ambiance du jour. Le temps pour moi maintenant de remercier le staff technique qui nous permet de vous présenter cette émission. Je remercie celui par qui le scandale est arrivé, M. Patrick Moussignac, le réalisateur de l'émission Alphonse, Spencer qui fait des photos, Greg Bull qui fait le son, mais qui arrive de plus en plus avec 1 heure de retard, on fait avec. Et Mano aussi qui nous assiste, mais qui arrive toujours à 15 minutes à la fin, on fait comme ça. Hein. Fekir qui est là dès le début, un gamin qui nous donne un bon support, Jacob qui nous donne les leçons, et Mano qui s'énerve derrière la caméra, mais c'est aussi de la belle amour humaine, c'est une ambiance de travail très cordiale que nous avons à Radio Caraïbe, et Jimmy qui fait le montage, et Émilie qui s'assure du maquillage. Certaines fois, des gens me croisent dans la rue et ont du mal à me reconnaître. C'est parce que Émilie, elle fait de la magie sur ma gueule. Voilà, ça c'est dit. Hein. On fait comme on peut. Spencer qui fait des photos magnifique qui nous permet d'avoir une trace visuelle, une trace de lumière pour cette émission. C'est vraiment une grosse équipe qui nous permet de débarquer chez vous. Serge Gonzalez avec sa petite queue de cheval qui fait toute sa séduction. Écoutez, l'équipe de la télévision Caraïbe est terrifiante en compétences. Je n'en dirai pas plus. Gardons bonheur. Je vous dis dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres